Donc, je vais vous présenter rapidement les enjeux de ma thèse dans une première partie assez globale, assez panoramique et bien trop ambitieuse, je pense. Et ensuite, je vous donnerai un exemple de la complexité de l'analyse des figures animales chez Rabelais, avec 2 chapitres bien particuliers du Pantagruel qui peuvent un petit peu nous ébranler dans nos certitudes sur l'humanisme triomphant de Rabelais. Alors, mon titre en lui-même pose un paradoxe. Il est le suivant: comment un esprit humaniste conçoit-il le corps animal? Donc on voit bien la tension entre l'idée d'humanisme et tout l'univers de l'animal qui est au contraire de l'esprit. Voilà. Alors on parlait encore jeudi dernier de la dignitas hominis, de la dignité de l'homme qui se retrouverait dans le genre du blason, exercice littéraire pouvant être conçu comme une manière de glorifier le corps humain. Dignité de l'homme qui serait au cœur de la pensée humaniste. L'humanisme de Rabelais me paraît en ce sens très retors. Si Rabelais est bien un humanista, c'est-à-dire un grammairien expert des textes antiques, un philosophe aguerri, un savant féru de culture gréco-romaine, sa fiction, à savoir les 5 romans publiés entre 1532 et 1564, ne laisse pas entendre une pensée humaniste stable. La philosophie humaniste a été construite a posteriori dans la forge universaliste des Lumières, à partir de l'extraction de textes jugés emblématiques. Il s'agissait alors de concevoir une philosophie cohérente et commune aux hommes de la Renaissance. Une croyance indéfectible dans le caractère perfectible de l'homme grâce à l'éducation, une foi à toute épreuve dans les pouvoirs de l'homme de connaître le monde et de le maîtriser, voire une vision anthropocentrée du monde, faisant de l'homme la copula mundi, c'est-à-dire le point central de l'ensemble de la création, la résumant parfaitement. Mais les personnages de la fiction rabelaisienne ne s'assoient jamais dans une assiette de certitude idéologique, bien au contraire. Ils sont sans cesse assaillis par des scènes, des discours, des images qui brouillent leur identité, inquiètent et interrogent leur nature. Le corpus des images animales joue un rôle central dans ce travail de sape de toute valorisation de l'homme. Certes, on pourra arguer le caractère comique, satirique et parodique de cette fiction, appréhender les textes problématiques comme des repoussoirs ou des contre-modèles, mais cette lecture manichéenne manquera à coup sûr la profondeur sémantique du texte rabelaisien, conçu comme un feuilletage vertigineux du sens. La question du corps illustre à merveille cette ambivalence de l'imaginaire rabelaisien. Le corps des géants n'a pas de limite, pas de fin. Il est boursouflure, excroissance des mesures, mais aussi invraisemblance quand son gigantisme s'efface sans crier gare. Il oscille plaisamment entre l'homme et la bête. De la même façon, les hommes compagnons de Pantagruel et Gargantua, Panurge et Frère Jean, arborent un corps tout-puissant, qui dicte tantôt sa loi charnelle et concupiscente, tantôt ses basses terreurs, tantôt sa force surhumaine et inhumaine. Il en va de même pour les hommes sérieux du roman, qui se voient métamorphosés par les tours et les masques carnavalesques en grosses bêtes ridicules. Le trésor de la langue française définit le corps comme l'ensemble des parties matérielles constituant l'organisme, le siège des fonctions physiologiques et de la vie animale. Le dictionnaire du moyen français insiste quant à lui sur l'antinomie chrétienne entre le corps d'une part, l'esprit, l'âme et le cœur d'autre part. Dès lors, la surreprésentation du lexique animal, corps par excellence, matière par définition, peut être conçue comme une entrave à la délivrance d'un discours philosophique, intellectuel sur la nature des créatures. De fait, à la différence de Montaigne, Rabelais ne délivre aucun discours clair sur les natures humaines et animales, mais s'applique au contraire à démultiplier, à disséminer les corps animaux dans tous les recoins de son œuvre. L'écrivain comique en reste volontairement au niveau de l'apparence, de l'aspect, mais il ne faut pas pour autant considérer cette surface comme superficielle, car elle appelle au contraire une exploration des sens. Je vous proposerai d'abord une réflexion sur la représentation dans l'œuvre de Rabelais. Quels corps imaginaires l'écrivain donne-t-il à voir au premier chef ? Ceci nous amènera à déployer l'étendue et la variété du corpus animalier au sein de la fiction.
Nous nous arrêterons ensuite sur un exemple singulier et scandaleux de substitution d'une partie du corps animal au corps christique. Donc, ce sera la deuxième partie. Donc, d'abord, les corps imaginaires des livres rabelaisiens, l'omniprésence de la forme animale. Alors, omniprésence qui n'avait jamais été relevée par les quelques critiques qui s'étaient intéressés à l'imaginaire, c'est-à-dire aux images dans l'œuvre de Rabelais. Parce que je pense que ça entravait notre manière de concevoir l'humanisme. Donc tout d'abord, tentative d'anatomie d'un corpus insaisissable. Le monde animalier de Rabelais constitue une sorte d'organisme hybride, impossible à saisir, à percevoir. Il donne à voir des figures animales éclatées, disséminées, les parties d'un bestiaire rêvé, fantasmé, dont il serait vain d'essayer de tirer un ensemble, un tout. La séduction de l'exhaustivité et du classement taxinomique est forte afin de tenter de saisir cette faune si farouche, si inaccessible. En répétant le geste des encyclopédistes, on prélève au sein de cette création au second degré, voire au troisième degré, vu qu'il y a toujours un jeu avec les modèles imaginaires, près de 3000 occurrences de mots animaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit le mot vache, hop, on le prend, on le compte, le mot chien, le mot jambon aussi, vu que s'il fait référence au porc, etc. Donc j'ai piqué comme ça dans l'œuvre tous les mots qui faisaient référence à l'animal, et il y en a près de 3000, ce qui est énorme dans une œuvre qui tient en un volume Pléiade. Donc c'est une œuvre qui est très courte finalement, très brève, mais extraordinairement dense. Le bestiaire du quart-livre se détache très clairement des quatre autres, puisqu'il recouvre près de 40% du bestiaire global. Le 5e livre et le Gargantua le suivent, mais comptent près de 2 fois moins d'occurrences. Le Pantagruel et le tiers-livre, pour leur part, ne représentent qu'un échantillon très restreint du vocabulaire animalier des livres, un peu plus de 10%. Il est vrai que les livres de Rabelais sont de longueur relativement inégale. Mais les différences quantitatives ne sont pas si importantes que cela. Même si le plus étendu des romans, le quart-livre, compte 64% de mots de plus que le Pantagruel, le plus ramassé, cette domination n'est pas suffisamment écrasante pour biaiser les proportions. Si l'on considère l'œuvre dans son entier, c'est bien le quart-livre qui rassemble le bestiaire le plus impressionnant. Et cela est dû aux listes d'animaux, dont je vous donnerai un exemple tout à l'heure, qui sont absolument gigantesques. Cependant, à l'échelle du livre singulier, le rapport à l'œuvre entière peut minorer l'importance de certains bestiaires. C'est surtout le cas pour les ouvrages les plus concis, le Pantagruel et le 5e livre, qui, malgré leur brièveté, présentent un bestiaire considérable que pourrait quelque peu minorer ces pourcentages, dans la mesure où il découle du postulat que les 5 livres forment un tout. Donc, que tirer de cela ? Eh bien, on peut en conclure que les bestiaires de Rabelais, tous les rapports à l'animal chez Rabelais, constituent une densité sidérante qui est unique dans la littérature médiévale et renaissante française. Alors certes, on peut penser au corpus des fables, qui évidemment sont composés essentiellement d'animaux, des branches renardiennes, aux satires animales comme le roman de Fauvel ou la batrachomyomachie, donc un combat des rats et des grenouilles, d'ailleurs dont Rabelais aurait laissé une adaptation. Et surtout, tous les bestiaires moralisés du Moyen-Âge, il y en avait énormément, donc c'était une manière de lire de manière symbolique et chrétienne les comportements des animaux. Donc on peut penser à tout ce corpus-là. Mais ce corpus était purement animalier et allégorique. Là, chez Rabelais, c'est très différent, parce que c'est un roman humaniste, c'est-à-dire un roman aux allures tout à la fois de parodie de romans de chevalerie qui étaient les livres les plus publiés à la Renaissance, en même temps avec un mélange de chroniques gigantales, de miscellanées savantes, donc avec beaucoup de références aux sciences de l'époque, aux savoirs de l'époque, qui mêlent un vocabulaire animalier prodigieusement étendu à des usages extrêmement divers des figures animales. Et du coup, ce livre, l'œuvre de Rabelais, constitue un apax, c'est-à-dire une œuvre unique, non seulement dans la littérature de son temps, mais aussi dans l'histoire générale de la littérature française. Un apax à plusieurs titres, et notamment au niveau de cette exploitation de l'animal absolument originale, extraordinaire.
Donc j'en viens à ma deuxième sous-partie sur les usages matériels des corps animaux. Qu'est-ce que fait Rabelais des corps animaux? Comment les utilise-t-il? L'un des critères de ma base de données m'a permis de répartir les occurrences animalières selon l'usage qu'en font les personnages. J'entends par usage matériel tous les rapports aux animaux dans leur matérialité, dans leur présence en tant que créatures charnelles, référentielles, appartenant au cercle des réalia, c'est-à-dire les réalités du monde sensible. Donc vous voyez que la nourriture occupe énormément de place, puisque c'est quasiment 60% du corpus dans les usages matériels de l'animal. Ensuite, c'est le transport, à près de 20%, puisque c'est une parodie de roman de chevalerie, vous avez beaucoup de chevaux. C'est le deuxième animal le plus représenté de la fiction, après le porc. Et le vêtement, les médicaments, la chasse, voilà. Donc les usages matériels et non matériels sont apparemment équilibrés. Il y aurait respectivement 49% et 51% du total. Mais il est primordial de noter que très souvent, l'usage matériel se superpose avec un usage figuré. C'est-à-dire, vous avez à la fois un usage matériel de l'animal et en même temps une figure de style. Par exemple, dans une analogie alimentaire, du type « ils faisaient brûler leurs régents tout vifs comme hareng sort », ou bien une allégorie alimentaire, comme celle de Mandus, où vous avez un défilé de mets, donc à la fois une référence à une réalité du temps, donc un banquet, comme celui auquel on a assisté hier, et en même temps un sens allégorique qui se superpose à cette référentialité du passage. Donc dans le premier exemple, ils faisaient brûler leurs régents tout vifs comme hareng sort. L'animal référentiel n'a pas de présence effective dans la fiction. Il appartient pleinement à la langue et à ses figures. Néanmoins, la figure s'appuie sur une réalité contemporaine, le goût pour le hareng, poisson le plus consommé à la fin du Moyen-Âge, et la manière de le conserver par salaison, si bien que figuration et matérialité se rencontrent. Il y a souvent une corrélation entre les deux critères. Et dans le second exemple, avec le défilé des mets offerts à Mandus, c'est l'inverse. Les réalia, les réalités, sont en présence des personnages qui voient défiler un extraordinaire menu de banquet, aussitôt englouti par l'idole des gastrolâtres, et dans le même temps, ces viandes exposées à la vue et à l'odorat des voyageurs n'ont pas pour seul statut la référentialité. Elles renvoient également, par leur abondance, par la forme de leur description, et par le contexte intradiégétique et extradiégétique dans lequel elle s'insère, à une figuration allégorique, c'est-à-dire le contexte à l'intérieur de l'œuvre et le contexte plus étendu de la culture renaissante. Donc, le palmarès des animaux mangés ou destinés à être mangés par les personnages des livres rabelaisiens est largement déterminé également par les listes d'offrandes à Mandus des chapitres 59 et 60 du quart-livre et par l'épisode de l'île farouche qu'Alain évoquait tout à l'heure, où vous avez ce pourceau ailé qui vient ressusciter toutes les andouilles guerrières. Donc il fait dans cet épisode, Rabelais, d'andouilles, donc aliments, charcuterie, des petites guerrières, des espèces d'Amazones. Alors je vous donne un exemple de liste. Donc là, c'est dans l'épisode des offrandes offertes à Mandus, et c'est pendant les jours maigres, tous les mets qui vont être offerts à l'idole. Donc la liste des jours maigres compte 2 folios, c'est-à-dire 4 feuilles comme celle-ci. Vous voyez, je voulais que vous vous rendiez compte un petit peu de la masse que constituent certaines listes rabelaisiennes, notamment celles qu'on trouve dans le quart-livre. J'en viens à la 3e sous-partie, les corps animaux pris au piège de la figure de rhétorique. Donc là, je vous avais parlé jusqu'à présent de l'animal utilisé de manière matérielle, et à présent, je vais me concentrer sur les figures de rhétorique qui prennent l'animal au piège. En Rabelaisie, la faune des termes désignant l'animal peut être répartie entre les représentations directes, qui sont simples références ou bien descriptions mimétiques de l'animal, et les représentations indirectes, quand l'animal est exploité symboliquement. Pour les premières, le narrateur semble saisir l'animal mort ou vif, le représenter tel qu'il l'aurait sous les yeux, dans une illusion de réalisme.
Donc, par exemple, on peut penser à l'épisode du jeune Gargantua en train de manger parmi les chiens de son père. Les petits chiens de son père mangeaient en son écuelle. Lui-même mangeait avec eux, il leur mordait les oreilles, il lui graffinait le nez, il leur soufflait au cul, il lui léchait les bardigouins. Donc là, dans la fiction, il y a bien des petits chiens qui entourent Gargantua, lui-même assimilé à ces petits animaux. Donc pour les secondes, quand il s'agit d'une figuration, le narrateur ne fait pas mine d'imiter une scène réelle. L'animal n'est pas décrit pour lui-même, il est utilisé afin de traduire autre chose. Il est exploité symboliquement afin de donner à entendre une idée, comme dans la fameuse analogie entre le chien et le lecteur, dans le prologue de Gargantua, auquel tu faisais également allusion. À l'exemple dit celui, vous convient être sage pour fleurer, sentir et estimer ces beaux livres de haute Grèce, légers au prochat et hardis à la rencontre. La représentation de l'animal ici se dessine secondairement à un autre niveau, celui de la figure. Le lecteur n'est pas un chien, le lecteur et le chien appartiennent à deux niveaux de réalité strictement différents. Néanmoins, la figure analogique les rapproche afin de créer une troisième réalité, celle de la figure, qui donne à entendre la dévotion, le soin, la ferveur, la prudence, l'affection et la diligence nécessaires à une bonne lecture. Néanmoins, ce caractère indirect et secondaire n'amenuit en rien la présence sidérante de l'animal, qui se faufile dans l'imaginaire fictif par le truchement de la figure et essentiellement par ce truchement. L'animal rabelaisien, qu'il soit référentiel ou pris dans une figure de rhétorique, fait toujours image, se donne toujours à voir grâce à la corporéité inhérente au mot animal. Ce qui fait que cet imaginaire animal est foncièrement sensoriel. Il est en quelque sorte toujours bon à voir, à goûter, à entendre et à toucher. Le traitement de notre base de données révèle de manière frappante la prédominance nette de l'usage figuré de l'animal dans l'ensemble de l'œuvre rabelaisien, atteignant près de 70% des occurrences. Dans 70% des cas, les animaux sont pris dans des figures de style ou dans une figuration. Puisque dans la figuration, j'intègre aussi des choses qui ne sont pas strictement des figures de style, mais qui vont déréaliser l'animal. Par exemple, des hallucinations ou des métamorphoses. Alors, je vais développer cette idée de la figuration du bestiaire. Donc, vous voyez, là, le graphique là, répète ce que je viens de dire. 60% des animaux pris dans une figuration rhétorique. Aucune figuration, c'est 33%, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les usages matériels. Et 9%, la figuration matérielle. La figuration matérielle, c'est par exemple quand vous avez des sculptures d'animaux, des mosaïques qui représentent des animaux, tout ce qui est œuvre matérielle. Et j'en viens à ma dernière sous-partie, le corps animal, un ornement stylistique. À l'échelle de l'œuvre complète, l'animal référentiel n'intéresse que peu Rabelais. Ce qui le pointe, ce qui aiguise son style, l'anime et lui confère une nature si singulière, c'est l'exploitation esthétique de l'animal, dont il fait la figure privilégiée de son univers. Est-ce à dire que l'animal aurait une fonction purement ornementale, c'est-à-dire décorative ? Il est vrai qu'il contribue pleinement à l'imaginaire, à la couleur, à l'aspect de l'œuvre, et n'occupe que très rarement un rôle actif à proprement parler. Les animaux actifs ou occupant un rôle déterminant dans la narration ne représentent que 23% des occurrences, alors que les passifs envahissent 77% du total. Précisons de surcroît que les animaux dotés d'un rôle actif ne sont le plus souvent que des hommes déguisés en bêtes, au moyen de la figure de personnification et au bénéfice de la satire. Le mot animal ne peut pas pour autant être réduit au statut d'ornement, pure corporéité ou pure extériorité. Il dépasse cette catégorie esthétique dans la mesure où il condense toujours en lui de fascinantes énigmes sémantiques. Il faut toujours chercher un système de signification, comme on le verra dans ma dernière partie à laquelle je cours, voire herméneutique, quand il s'agit de chercher une interprétation des signes et une valeur symbolique. En ce sens, si l'animal peut relever de l'ornement, il faut entendre l'ornement comme une catégorie bien plus ample que son acception commune. La question de la figuration rhétorique de l'animal touche à celle de l'ornementation dans l'art médiéval.
dans la mesure où Rabelais parvient dans ses bestiaires à faire céder la barrière entre texte et image grâce à des procédés littéraires qui font s'évanouir les frontières entre littérature et art plastique en s'appuyant sur des effets esthétiques comparables. Certes, les objets restent évidemment foncièrement différents, mais la réception peut induire une familiarité troublante entre les formes verbales, le texte, et matérielles, toutes les œuvres vraiment matérielles, comme des marginalia dans les manuscrits gothiques, ou encore des figures grotesques de la Renaissance. Donc là, c'est Stéphane Jonger qui va développer tout à l'heure cette esthétique du grotesque. Alors là, je vais couper tout ce que je voulais dire après. J'ai posé le problème, parce que sinon, je n'aurais pas le temps de dire ce que je voulais dire par la suite. Donc je conclus simplement sur cette première partie. Donc à aucun moment, Rabelais ne réfléchit à l'animal tel qu'en lui-même. Il est figure, et surtout figure de l'homme. Mais il n'est pas pour autant purement ornement ou décor. Il donne à voir l'homme, tout à la fois avec plus de distance et plus d'immédiateté, dans un paradoxe lumineux et énigmatique. La figure animale démultipliée, infiniment diffractée à travers les bestiaires discontinus et fragmentés de Rabelais, révèle la complexité de la nature humaine, dont le propre ne peut guère se résumer au rire, affiché dans la vie au lecteur de Gargantua. Donc, afin de vous montrer la difficulté de l'interprétation des figures animales, je vais développer un exemple bien précis, assez scandaleux, dans ma deuxième partie. Donc, corps humain, corps animal, corps divin, exemple d'un brouillage inquiétant dans les chapitres 21-22 du Pantagruel. Alors, je vais d'abord vous présenter rapidement l'épisode. Dans le premier roman de Rabelais, Pantagruel rencontre Panurge, qu'il aima toute sa vie. Panurge se distingue par sa polyglossie, sa ruse et son habileté, bien qu'il soit pauvre et de basse extraction. Le jeune noble Pantagruel est fasciné par son nouveau compagnon et admire ses prouesses. Au chapitre 21, Panurge jouit d'une belle réputation à Paris. Il vient de remporter une victoire dans une importante joute rhétorique contre un clerc anglais. Les dames et demoiselles apprécient la compagnie du rhéteur, si bien que ce dernier en vient à éprouver une certaine vanité et a décidé de conquérir la plus belle dame de Paris. Il s'agit bien pour lui de la conquérir et non de la séduire. Il ne cherche pas à la mener à lui, mais plutôt à la soumettre à son désir charnel. Les 2 chapitres consacrés à l'histoire de ce désir de puissance sont marqués par un mélange troublant des registres courtois et obscènes. Le corps de la dame est tantôt sublimé, idéalisé, tantôt ramené à sa fonction sexuelle la plus animale. Le titre du chapitre 21, « Comment Panurge fut amoureux d'une haute dame de Paris », porte une première ambivalence ou une première supercherie. Le narrateur lui-même emploie un terme inapproprié. Panurge n'est pas amoureux. Il n'éprouve nulle affection profonde pour cette dame, n'a aucune bonne disposition à son égard, ne la traite ni favorablement ni cordialement. Il cherche seulement à la faire tomber de son rang social en la déshonorant. La question de l'amour revient à plusieurs reprises dans les chapitres concernés. Panurge, après avoir tenté simultanément 2 stratégies incompatibles de persuasion amoureuse, l'éloge courtois et les avances pressantes et vulgaires, demande à la dame qui d'elle ou de lui aime davantage. Il entend par aimer désirer charnellement, alors qu'elle y entend le sens spirituel, comme vous avez pu le lire sur la citation affichée. Le contre-emploi du verbe « aimer » donne le ton de cet épisode fondé sur la tromperie. Panurge est animé par un désir très fort de conquête. Il va se montrer déterminé et échafauder un plan pour parvenir à ses fins. L'ensemble de l'action va durer 3 jours. Le premier jour, nous ne savons pas où se joue la scène. Panurge est présenté comme l'antithèse des dolents contemplatifs de Carême, qui ne touchent pas à la chair. Il expose crûment son dessein à la haute dame. « Ce serait à moi nécessaire que fussiez couverte de ma race. » D'entrée de jeu, il la prévient sur ses intentions et la menace. Et le croyez, car l'expérience vous le démontrera. Cette injonction à le croire et à l'écouter sonne comme un avertissement. Ce serait en effet un moindre mal pour elle de céder à Panurge plutôt que de subir sa terrible vengeance. Après avoir tenu ce discours pendable et avoir été traitée de méchant folle,
à qui il vaudrait mieux couper les jambes et les bras et qui mériterait d'être assommé de coups, Panurge Protée se mue en galant amoureux et tient à la dame un discours relevant pleinement de la veine courtoise. Donc il y a un mélange permanent entre obscénité et courtoisie. Donc après lui avoir fait tout un éloge très courtois, Panurge conclut en disant « Donc, pour gagner temps, boute, pousse en jambion ». C'est-à-dire, allons-y, passons à l'acte. La seconde journée se déroule cette fois non plus dans une demeure civile, mais au cœur de l'espace religieux, dans une église, à Paris. Et là, de nouveau, il y a un jeu sur les équivoques entre le vis, le couteau, une série d'allusions paillardes. La troisième journée se tient également dans l'église. Il s'agit d'un jour hautement sacré puisque l'action se joue pendant la grande fête du Saint-Sacrement, commémorant la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est-à-dire sous les espèces apparences sensibles du pain et du vin consacrés au cours du sacrifice eucharistique. La veille de cette fête, Panurge a enlevé une chienne et lui a prélevé les parties génitales. À partir de celle-ci, il a préparé une drogue qui sera l'outil de sa vengeance. Quand la dame entre dans l'église, Panurge l'asperge de nouveau d'eau bénite. Il lui fait ensuite passer un rondeau dans le goût de son discours du premier jour, c'est-à-dire mélangeant poésie courtoise et pointe grévoise. Pendant que la Parisienne lit ce poème, Panurge en profite pour disséminer dans les plis de sa robe la drogue, portant l'odeur de l'utérus animal. Les chiens de l'église accourent immédiatement vers la dame, tirent le membre, la sentent, la compissent. Panurge, de son côté, se retire en une chapelle pour mieux jouir du spectacle. Il rit. Pour partager sa joie, il va chercher son ami Pantagruel. Le géant se rend avec son compagnon dans l'église pour voir le mystère qu'il trouve fort beau et fort nouveau. Vous voyez qu'il y a quelques petits problèmes dans l'allégorisme de l'humanisme chez les géants. Lors de la procession, la troupe des chiens grossit prodigieusement et ce sont désormais plus de 600 000 chiens qui tourmentent la dame. La dame, couverte de honte et d'urine, finit par trouver refuge en sa demeure. Donc là, il y a tout un jeu avec la théâtralité, les masques, aussi bien pour la dame que pour Panurge. Et ce qui est central pour moi par rapport à cette question du corps, c'est que la question de l'incarnation est au cœur de ces chapitres. Panurge est le contraire du dolent contemplatif, amoureux de Carême, qui refuse la chair. Il est chair, recherche la chair et joue avec la chair. Il se plaît à mettre en place une série de substitutions qui violent les frontières de la chair. Il transgresse l'ordre de la création et de l'incarnation, puisqu'il mélange les règnes humains, animal et divin. Il viole une chienne dans son intimité en lui retirant ses parties génitales. Les broies en fait une drogue dont il asperge la belle Parisienne. L'eau bénite, symbole de pureté et de bénédiction, est remplacée par une mixture, symbole de stupre, de malignité et de bestialité, puis par le sperme et l'urine diluvienne des chiens qui détrempent les beaux atours de la Parisienne et la souillent de toutes parts. L'intérieur de la chienne a été arraché et devenu une extériorité instrumentalisée, et cet instrument est disséminé dans l'intériorité de la dame, figurée par les plis de son habit. Ce qui se joue dans ces chapitres est extrêmement blasphématoire. L'eau bénite transmuée en drogue maléfique, l'hostie, substance spirituelle, remplacée par le corps charnel, manipulé par un agent de la luxure, le corps de la femme, confondu avec celui de la chienne, souillé par ceux des chiens, les transgressions sont d'une violence inouïe. Alors après, je voulais travailler sur la subversion du genre du mystère. Donc là, je vous avais fait la liste des éléments transgressifs, mais ça, je vais passer. Je voulais juste vous dire que cette mixture fait référence à une réalité, puisque pour guérir les rhumatismes, on pouvait appliquer un onguent qui s'appelait le baume de chien, et c'était en fait une réduction de corps de chiot qu'on appliquait sur les douleurs. Donc Rabelais joue avec des réalités médicales de son temps,
comme on a pu en parler hier. Alors, j'en viens à ma dernière sous-partie. Une diablerie obscène au cœur de la fête du Corpus Christi. Ce qui est hautement scandaleux et relève de la profanation la plus grave, c'est que cette diablerie trouble, mélangeant jeu et réalité, se déroule pendant l'office et pendant la procession de la fête Dieu, également appelée fête du sacre, du Saint-Sacrement, du Corpus Christi et du Corpus Domini. La fête Dieu comporte un enjeu théologique de taille. Il s'agit d'enjoindre aux fidèles d'adorer l'Eucharistie comme Dieu lui-même, en vue de contrer les blasphèmes des hérétiques et de renforcer la foi des catholiques. L'Eucharistie constitue avec la Trinité et l'Incarnation l'un des 3 mystères fondamentaux de l'Église. Instituée par le Christ lui-même au cours de la scène, elle est la réincarnation et la représentation mystérieuse du sacrifice par lequel Dieu apporte à l'homme la rédemption. Aussi, au cours de l'office et de la procession de la fête Dieu, au lieu d'adorer le Saint-Sacrement, les fidèles voient la plus belle femme de Paris se faire poursuivre et assaillir par des centaines de milliers de chiens, lubriques et sales. Le nombre des chiens, leur souillure, leur impudeur et leur bestialité s'imposent comme les antithèses absolues du corps Dieu, unique, pur et divin. Rabelais substitue le corps bestial au corps divin. À aucun moment dans le texte, il n'est fait allusion au Saint-Sacrement. Le seul objet sur lequel convergent tous les regards est cette scène de bestialité. Alors, je vais en venir tout de suite à la question de l'interprétation. Il est difficile d'interpréter avec aplomb ce détournement, cette perversion extrêmement violente d'un rituel fondamental du calendrier liturgique. Cependant, on peut y lire une critique de la religion fausse, fondée sur le faste et le spectacle. Cette scène ignoble peut être considérée comme la caricature acerbe d'une religion fondée sur l'ostension, hors toute intériorité, hors toute démarche eschatologique. Elle annoncerait les satires de l'Église catholique romaine telles qu'elles s'épanouiront dans le quart-livre. La pompe des fêtes religieuses est telle, l'adoration si forte, qu'elle virerait, selon Rabelais, à l'idolâtrie et à la mystification. Cette femme jetée aux chiens serait l'image d'un corps spirituel jeté aux adorateurs oublieux de la vraie religion. La religion telle que le Christ l'a enseignée, s'exerçant dans la simplicité, la pauvreté et la charité, telle qu'elle a été défendue par les évangéliques. Donc, pour conclure, vous voyez que finalement, le bestiaire de Rabelais est très peu fantastique. C'est un bestiaire qui, en fait, est très commun. Les monstres, les figures déviantes sont très rares. C'est à peine 30% du bestiaire. Et ce qu'on va trouver essentiellement, ce seront des porcs, des chevaux, des bœufs, tout un bestiaire très commun. Et ce qui va donner cette impression de fantastique qu'on peut avoir à la lecture, ça va être la force de la figuration, vu que toujours, à 70%, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les bêtes sont prises dans des figures de rhétorique. Et c'est le style qui va métamorphoser l'aspect commun de ces bestiaires. On peut s'étonner aussi de ne pas trouver vraiment de discours zoologique chez Rabelais. On en trouve seulement des empreintes, des traces ou des vestiges, mais pas de démarche savante en actes. Donc, c'est au lecteur de se livrer à un travail d'archéologie pour reconstituer le corpus savant. Donc, ce qui demeure à travers l'étude de ces bestiaires, c'est un humanisme savant malicieux, mais pas du tout didactique ou ironique. Et la plus grande ironie de Rabelais dans ce traitement des animaux aura été de ne jamais faire référence aux bestiaires moralisés du Moyen-Âge, qui sont les livres les plus communément publiés, les livres animaliers les plus communément publiés au Moyen-Âge. Donc, il s'agit de bestiaires démembrés. Et il appartient au lecteur diligent, au lecteur chien, pour reprendre la célèbre métaphore inaugurale du Gargantua, de les interroger et tout à la fois d'en admirer l'os et d'en fouiller la moelle.
Je vous remercie.